je sens que c'est plus profond, puis je sens qu'il faut faire des choses plus grandes pour être capable d'aller aider encore plus de gens. Je savais pas comment, mais je me disais, un jour, je vais faire quelque chose de différent. D'abord travailleuse sociale, puis entrepreneur, Mélanie Paul a toujours poursuivi le même but depuis des années, développer sa communauté Innu. Comme femme d'affaires autochtone et aujourd'hui comme formatrice et conférencière, elle s'emploie constamment à tisser des liens et à jamais détourner le regard quand quelqu'un a besoin d'aide. Vous allez rapidement comprendre pourquoi. Ça part d'une idée. C'est un cliché, mais pour fonder une entreprise, il n'y a rien de plus vrai. Il y a une étincelle, une vision qui se forme, une audace pour se bâtir et affronter beaucoup d'adversités. Dans ce balado, on va à la rencontre de celles et ceux qui ont transformé leur idée en réalité. On va explorer la genèse de leur idée, les défis qu'ils ont surmontés, les secrets de leur réussite. Parce que l'entrepreneuriat, c'est avant tout une aventure humaine. Quand on parle d'entrepreneuriat, il est souvent question d'embûches, mais c'est pas tout le monde qui fait face aux mêmes obstacles. Mon invitée, Mélanie Paul, a décidé d'en faire une force comme femme d'affaires autochtone. Elle a d'abord travaillé avec son père dans sa communauté avant de lancer elle-même des projets. Et depuis 20 ans, elle a fait le choix de bâtir des ponts entre les communautés pour faire grandir les siens. Quoi, Mélanie? Oui, Jean-Philippe. Je suis très contente de vous accueillir aujourd'hui. Vous grandissez à Mashteuiatsh, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Quel genre d'enfance vous passez là-bas? J'étais dans une famille assez aisée. Mon père était directeur de caisse à l'époque. Il aidait la communauté. Il a travaillé beaucoup à créer une dynamique économique autour de la communauté parce que, en tant que directeur de caisse, il voyait les différents défis que la loi sur les Indiens apportait. Puis, lui, il voulait faire la différence. Il voulait amener différentes choses pour aider les communautés à pouvoir s'émanciper, je vais dire ça comme ça. Donc, moi, j'ai grandi avec un papa qui était très dynamique dans la communauté, dans une famille où je manquais de rien, mais dans un quartier quand même marqué par la pauvreté, la toxicomanie, les différentes problématiques qu'on entend souvent dans les communautés. Puis pour moi, dans mon cœur d'enfant, je comprenais pas l'arrière-scène de tout ça ou les raisons qu'il y avait derrière ça. Puis encore moins, je faisais pas le lien que ça provenait en fait d'une partie de l'histoire des Premières Nations. Donc, déjà tout petite, je savais que quand j'allais être grande, je dis souvent en conférence, je me voyais avec une cape rouge sur le dos à aider les communautés, puis je voulais m'en aller en service social. Donc, psychologie ou service social, moi, dans ma tête, c'était ça qu'il fallait faire pour aider les gens. Mais justement, dans votre enfance, il y a des moments où vous êtes confronté à cette misère-là. Racontez-moi. Oui, une anecdote que je raconte souvent, c'est un matin, on était, moi et mon frère, dans le salon en train de manger un samedi matin. On écoutait les petits bonhommes, puis on mangeait nos céréales. Puis il y a un ami à mon frère qui est venu cogner à la porte. Il était 7 heures le matin. On pensait qu'il venait demander de l'aide, pas de l'aide, mais on pensait qu'il venait chercher mon frère pour jouer. Puis finalement, il demandait pour voir mon père. Puis on est allé réveiller mon père. Il est venu. Puis quand mon père est allé le rencontrer, puis moi, je me rappelle, j'étais dans le haut des marches. Puis il y avait 4-5 marches. Puis mon père descend en bas. Puis il demande au petit garçon qu'est-ce qu'il y avait. Puis le petit garçon, il dit à mon père, il disait, est-ce que je pourrais corder du bois? J'ai faim. Puis, à chaque fois qu'elle m'en parle, je viens émotive parce que pour moi, c'est la première fois de ma vie que, tu sais, je devais avoir peut-être 7 ans à cette époque-là. Puis c'est la première fois de ma vie que j'ai été confrontée à la pauvreté. Puis, tu sais, mon père a pris le petit garçon, il est venu manger une toast avec nous. Puis après, par principe, on est allé corder du bois. C'est ce qui a marqué mon cœur de petite fille, puis c'est ce qui a fait en sorte que ça a été ma motivation pour faire ce que je fais aujourd'hui. Je savais pas comment j'allais le faire, puis je me suis laissée guider par la vie, mais c'est cette essence profonde-là qui me motive chaque jour aujourd'hui.
Qu'est-ce qui est devenu cet enfant-là? Est-ce que vous le savez? Non, je le vois passer sur les réseaux sociaux, mais je sais pas qu'est-ce qu'il fait maintenant. Mais il y a de l'air bien, là. Il y a de l'air sorti, ouais. Puis ça fait partie de notre parcours d'entrepreneur de la communauté. Puis mon père a toujours eu cette vision-là de vouloir... il a tellement vu des gens venir demander de l'aide à la caisse, puis de vouloir s'en sortir sans qu'il y ait nécessairement les ressources puis les moyens sur la communauté, que tout ce qu'on a construit en tant qu'entrepreneur, mais c'est toujours dans une optique communautaire de redonner au suivant puis de faire en sorte que les gens de la communauté puissent s'émanciper aussi, là. Votre père, donc, il est à la caisse et il va devenir entrepreneur lui-même. Donc, vous baignez déjà là-dedans. Il fait quoi? De la construction, du tourisme et même du commerce de tabac légal? Oui, c'est ça. Ben, c'est ça. Mon père, c'est un multi-entrepreneur, je le dis souvent, puis je suis devenue, par le fait même, j'ai hérité de ça aussi. Mais... à l'époque, moi, je savais pas c'était quoi être entrepreneur, mais mon père, parallèlement à son rôle de directeur de caisse, commençait à monter ses entreprises parce qu'il voyait qu'il manquait ça dans la communauté. Puis, il a commencé dans le tourisme, un camping, garage de mécanique, toujours avec ses deux frères, pour aller valoriser les forces de chacun aussi, là, parce que j'avais un oncle dans la construction, un oncle qui était mécanicien. Donc, tranquillement, ils ont bâti leur entreprise comme ça. Puis, moi, le premier bureau, mon père était dans le sous-sol chez nous. Donc, c'est vraiment comme ça qu'il a commencé. Puis, c'était du télétravail avant le temps. Oui, effectivement. Mais tu sais, tout ça pour dire, je raconte souvent aussi, je me levais le matin en tant qu'adolescente, puis il y avait des gars de construction dans la maison. Tu sais, à 7 heures, ça commençait déjà, là, les discussions de chantier. Donc, j'ai grandi dans ça sans trop savoir c'était quoi l'entrepreneuriat à l'époque. Mais bref, j'ai côtoyé ça beaucoup. Puis, j'ai travaillé dans des entreprises familiales aussi, adolescentes, tout ça. Puis, au fil du temps, on a eu une grosse opportunité. Ben, mon père a eu une grosse opportunité d'investir dans le domaine de la cigarette. Mais, je le dis souvent à la blague, effectivement, cigarette légale, parce que mon père, dans sa tête à lui, s'il faisait ça, c'était de façon éthique et légale. Donc, il est allé chercher les permis et tout ça pour pouvoir le faire. Puis, on est devenu quand même, en 10 ans, la 4e multinationale au Canada, avec 155 employés, 80 millions de chiffre d'affaires. Donc, c'était pan-canadien. Je dirais qu'on a influencé le marché de la cigarette au Québec, dans le sens que, à l'époque, quand on a commencé, il y avait des marques de cheap label, je vais dire ça comme ça, là, des marques à bas prix. Puis il y avait les multinationales qui étaient à haut prix, mais il n'y avait rien entre les deux. Donc la stratégie a vraiment été de se positionner avec une cigarette de qualité, mais à un prix dans le milieu, là, entre les deux. Donc ça a vraiment été gagnant. Puis là, les multinationales ont changé leur stratégie. Puis en tout cas, je vous passe l'histoire, mais ça a été pour moi une grosse école, cette entreprise-là, parce que c'est à cette époque-là que j'ai commencé à côtoyer encore plus l'entrepreneuriat. Est-ce que vous fumiez, vous? Moi, pas du tout, puis mon père non plus. C'était bien comique parce que il y avait quelques membres de la famille qui fumaient, mais nous, moi puis mon père, on n'a jamais fumé, non. Mais au départ, l'entrepreneuriat n'a pas l'air de vous intéresser tant que ça. Vous allez en service social à l'Université Laval. Qu'est-ce que vous allez chercher, là? Oui, bien, pour moi, c'était ma façon à moi de vouloir redonner aux communautés puis d'aider les communautés. Donc, j'ai vraiment fait mon bac. J'ai travaillé pendant 2 ans en toxicomanie et en violence conjugale avec les gens des Premières Nations qui étaient hors réserve, qu'on appelle à l'époque, dans les centres d'amitié autochtones qui existent encore aujourd'hui. À Québec? À Québec, oui. Puis là, j'ai vraiment eu un choc parce que je savais que ça existait, je les connaissais, les problématiques, mais de voir, d'aider les gens un à un comme ça, pour moi, c'était... Je voyais que je pouvais faire plus. Puis tu sais, le fait d'avoir côtoyé l'entrepreneuriat, puis la mentalité à mon père qui était toujours de dire... Dis-moi pas non, dis-moi comment. Puis, tu sais, il y a des solutions à tout. Puis, tu sais, c'était quelqu'un très dans l'action. Donc, moi, j'avais hérité un peu de ça aussi. Donc, me retrouver face avec des personnes très démunies, des personnes que, tu sais, faut aller à leur rythme, dans le fond, puis il faut avancer comme eux, ils peuvent le faire au moment où ils sont dans leur vie. Ben, je trouvais ça difficile, puis je me disais... Un à un comme ça, oui, il faut les aider, il faut les accompagner, mais je sens que c'est plus profond, puis je sens qu'il faut faire des choses plus grandes pour être capable d'aller aider encore plus de gens. Puis encore une fois, je savais pas comment, mais je me disais, un jour, je vais faire quelque chose de différent.
À Québec, quand même, quand vous allez travailler au Centre d'amitié autochtone, vous assistez à des trucs très marquants. Oui. Comment ça vous change? À quoi vous assistez? J'accompagnais des femmes victimes de violences, j'accompagnais des gens pour aller en thérapie aussi, comme je disais, en toxicomanie. Donc, c'est sûr que là, j'ai vraiment côtoyé, je vais dire, la souffrance humaine de proche. Puis, c'est... Je vais venir, c'est moi qui vais venir émotive, là. Mais c'est marquant de voir quelqu'un souffrir comme ça puis de ne pas avoir les ressources adaptées à leur réalité. Puis même un système qui n'est pas adapté à leur réalité non plus parce que quand j'allais, je me tournais vers le système québécois pour être capable d'aller chercher de l'aide qui pourrait être adaptée à leurs besoins. Les fois que je peux même raconter une anecdote, là, tu sais, j'avais un homme que je suivais en thérapie depuis un bout, puis j'avais réussi à force de semer des graines qui décide d'aller en thérapie. Puis il vient me voir un jour, puis il dit, tu sais, j'ai arrêté de consommer, ça fait quelques jours, quelques semaines, puis il dit, je suis prêt à rentrer en thérapie. Fait que là, j'étais contente, mais pour rentrer en thérapie, le centre de thérapie, il m'a demandé un test médical. Fait que je vais avec lui, je l'accompagne à l'hôpital. Puis à cette époque-là, l'infirmière qui est là, ben, elle dit on n'a pas de place pour l'évaluer. Elle dit il y a trop de gens. Puis elle me dit ben la seule raison pour laquelle je pourrais le prendre, c'est s'il revient en état de consommation. Fait que là, j'ai fait ben là, il a arrêté de consommer pour être capable d'aller en thérapie. Tu es en train de me dire que je le retourne dans la rue puis j'ai dit de consommer pour qu'on revienne. Ça faisait pas de sens pour moi, là. Tu sais, c'était des chocs comme ça dans le système qui fonctionnait tellement pas que je me disais, ben voyons donc, on s'en sortira pas. Puis c'est la première fois que je vous racontais ça. Mais on est sorti de l'hôpital. Puis j'ai été obligée de le laisser sur le trottoir partir. Je pouvais rien faire pour lui. Fait que je l'ai pas revu. Mais tu sais, pour moi, c'était quelque chose de marquant. Ouais. Vous y pensez encore? Ben oui. Puis je dirais que ça fait partie des choses qui me motivent à faire ce que je fais aujourd'hui parce que je me dis, plus on va créer un système fort pour nos communautés, plus on va créer de l'espoir. Puis, tu sais, on l'a vu à travers nos entreprises qu'on a mis en place, comment on a aidé les gens à reconnecter à qui ils sont, à les accompagner. Puis, aux même époque, mon père me demandait de m'en venir dans l'entreprise parce que lui, l'entreprise grandissait beaucoup. Il pensait déjà à la relève, etc. Puis là, on a eu une grande discussion. Je me rappelle, moi, je demeurais à Québec dans ce temps-là. J'étais retournée au Lac-Saint-Jean, puis je m'étais assise dans son bureau. Puis là, j'ai dit, tu vas m'expliquer le lien entre mon bac en service social puis m'en venir travailler avec toi en entrepreneurial. Moi, je ne vois pas le lien. Puis il m'a dit, la première question qu'il m'a posée, mon père, il retourne tout souvent ça en question. Fait qu'il m'a dit, qu'est-ce que tu as appris dans ton bac? Ben, j'ai dit analyser puis régler des problèmes. Ben, il a dit, c'est pas mal ça que je fais tous les jours. Mais faut juste le voir un petit peu plus large, là, de dire, l'idée, c'est d'être capable d'aller chercher des ressources, d'être capable de s'entourer, d'être capable de bien communiquer. Tu sais, c'est des clés qu'il faut avoir en tant qu'entrepreneur, mais on peut aller le chercher à travers différents bagages. Puis là, j'ai dit, OK, mais moi, je veux aider les gens de la communauté. Tu sais, c'est ça mon leitmotiv, puis ce qui me motive à tous les jours. Mais il a dit, tu sais, Mélanie, il y a différentes façons d'aider les gens à créer de l'emploi, créer de la richesse, aider les gens à retrouver une fierté. C'est aussi aider la communauté. Fait que je lui ai dit, ouais, ben vu comme ça, t'as raison. Puis une autre phrase à mon père, c'est, le pire qui peut arriver, c'est quoi? Ben moi, je me disais, le pire qui peut arriver, c'est que je retourne dans mon rôle de travail social après si ça fonctionne pas. Tu sais, qu'est-ce que j'ai à perdre de l'essayer? Fait que c'est comme ça que ça a commencé. En 2002, j'ai redéménagé avec ma famille au Lac-Saint-Jean, puis on a intégré l'entreprise à mon père.
C'est drôle parce que là, je rentre dans l'entreprise familiale, puis je rentre au niveau des ressources humaines, dans l'embauche, puis c'est facile d'embaucher des gens qui ont des compétences puis qui ont des diplômes, mais tu sais, nous, dans cette entreprise-là, on n'avait pas nécessairement besoin des gens qui avaient des diplômes. C'était beaucoup de la main-d'œuvre, journalier, etc., des gens qu'on pouvait former à l'interne. Puis là, je l'ai vu, l'impact de dire, on peut briser ce cercle-là, on peut briser cette roue-là, parce que il y a des gens qu'on embauchait, qu'on savait qui avaient des problématiques de consommation, mais le fait qu'ils travaillaient 1 semaine, 2 semaines, ben là, des fois, quand il y avait leur paye, ils repartaient, puis on savait que là, ils reconsommaient, puis des fois, ils rentraient pas, mais le fait d'avoir goûté à ça, d'avoir été valorisé, d'avoir eu un revenu supplémentaire à ce qu'ils ont d'habitude, bien, les gens revenaient. Puis là, ils faisaient des plus grands bouts. Puis là, tu sais, fait qu'on a accompagné des gens à aller chercher des services, puis il y a des gens qui s'en sont vraiment sortis, là. Fait que c'est ça que ça prend, puis c'est ça qu'il faut créer dans nos communautés. Fait que vous, quand vous étiez en ressources humaines, la rétroaction, c'est quelque chose Oui, d'essentiel. oui, vraiment. Pas juste la rétroaction, la créativité, l'humanité, l'accompagnement. Tu sais, on a créé une usine-école à l'intérieur même de notre usine. On a vraiment innové. Tu sais, on a changé des politiques d'entreprise pour être capable. Puis là, c'était tout encore une fois le mariage entre le monde autochtone et allochtone, parce qu'on avait aussi des employés non autochtones. Donc, puis là, ben, tu sais, les lois des RH là, éthiques qui disent, OK, un avertissement verbal, un avertissement écrit, ben là, les mesures disciplinaires, là, ça s'appliquait pas. On pouvait pas faire ça comme ça. Donc, puis là, ben, tu peux pas créer 2 poids, 2 mesures. Comment tu gères ça? C'est beaucoup de communication, beaucoup d'empathie, de compassion, d'explication. Puis, tu sais, les gens comprenaient. Puis, c'était beau de voir ça. Donc, en 2002, vous acceptez donc la proposition de votre père et en même temps, vous suivez aussi des cours de finance, de marketing, de gestion à l'université à distance ou... Non, c'était sur place, là. À l'époque, ben c'est ça. Quand j'ai commencé dans l'entreprise familiale, là, je trouvais quand même qu'il me manquait un petit peu de bagage. Fait que j'ai décidé de continuer mes études le soir puis les fins de semaine. Donc, j'ai pris quelques cours en gestion, management, administration à l'UQAC, à Chicoutimi. Eux donnaient les formations à partir du cégep de Saint-Félicien, donc je pouvais me déplacer, c'était en présentiel. Puis après ça, ben j'ai continué à faire des cours, c'est ça, ces cours-là pendant un petit bout. Tu sais, oui, j'apprenais beaucoup dans l'entreprise familiale, mais le fait que, je faisais partie de la relève, j'étais dans une entreprise familiale, j'avais quand même une bonne relation avec mon père, mais c'était pas toujours facile, on va se le dire. Pourquoi? Ben mon père, tu sais, il y a différents types de personnalités en affaires. Donc mon père, c'est un rouge, mon père, c'est un gars d'action, c'est quelqu'un, tu sais, mais de l'autre côté, on a des ressemblances aussi, c'est un rassembleur, on a des valeurs communes de redonner à la communauté, tout ça. Mais dans sa façon de faire, c'était pas toujours, ça me rejoignait pas toujours. Pas les mêmes méthodes. Non, c'est pas les mêmes méthodes du tout. Puis en même temps aussi, ben peut-être, il me l'a avoué à un moment donné parce que je le trouvais dur avec moi. Tu sais, je trouvais qu'à chaque fois que j'apportais une idée, à chaque fois que je disais quelque chose, c'était jamais assez. Je sentais que j'étais jamais assez, c'était pas la bonne idée. Mais si quelqu'un d'autre autour de la table de rencontre, de comité de gestion amenait une idée pas mal pareille comme la mienne, ben là, tout d'un coup, c'était une bonne idée. Fait que, tu sais, moi là-dedans, tu sais, lui, ce qu'il me dit par après, c'était comme pour me challenger, pour que j'aille un peu plus loin. Puis, tu sais, il m'a tout le temps dit, quand je vais partir, tu seras pas là, tu vas être là. Puis, de l'autre côté, ben moi, je le voyais pas comme ça. Je le percevais plus comme j'étais pas bonne, puis j'étais pas faite pour être en affaires. Fait que quand je suis arrivée à l'école d'entrepreneurship de Beauce, j'étais vraiment dans une dualité intérieure, encore une fois. Puis cette fois-là, c'était, est-ce que je continue dans l'entrepreneuriat? Est-ce que je suis vraiment faite pour ça? Ou est-ce que je suis mieux de refaire d'autres choses? Parce que... Juste pour préciser, c'est majeur, cette école-là. C'est la seule école pour chef d'entreprise au Canada. C'est assez select. Mm-hmm. Donc, c'est pas n'importe quelle école. Là. C'est trié sur le volet. Là.
Effectivement, pour ceux et celles qui connaissent pas l'école d'entrepreneurship de Beauce, c'est vraiment une école, je vais dire haut de gamme, puis qui est très, très prisée parce que les entrepreneurs, le principe de l'école est très similaire au principe d'apprentissage des Premières Nations. Hein? Les Premières Nations, on apprend par transmission, puis là-bas, c'est vraiment un peu ce principe-là aussi. Des mentors. De dire que c'est des mentors, c'est des grands entrepreneurs qui viennent transmettre leur savoir, leur connaissance du monde des affaires, puis leur expérience aussi humaine à travers ça. Parce que l'école d'entrepreneurship de Beauce, les premiers modules, le principe, c'est que tu apprends à te connaître en tant que leader, en tant qu'humain. Donc, parce qu'avant d'être leader, avant d'être entrepreneur, on est un humain. Donc, si tu te connais pas bien, c'est difficile d'interagir avec les autres. Donc, pour moi, ça a eu plusieurs effets bénéfiques. Un, sur ma relation avec mon père. Mieux comprendre était où ma zone de génie, puis était où mon unicité, en fait, puis comment j'allais pouvoir continuer, puis de constater aussi que, tu sais, il y avait d'autres types d'entrepreneurs, de côtoyer enfin des femmes entrepreneurs, parce que j'en avais pas eu beaucoup dans le milieu familial, puis dans les entreprises de mon père. C'était beaucoup un milieu d'hommes, la construction, la foresterie, même le monde du tabac, tu sais, c'était surtout des hommes. Donc là, de voir qu'il y avait des femmes, qu'il y avait des hommes, qu'il y avait des types de personnalités différentes, là, ça m'a vraiment ouvert l'esprit sur plusieurs possibilités que j'avais pas vues jusqu'à maintenant. Jusque-là. Puis c'est à partir de là que j'ai ouvert l'esprit aussi à dire, peut-être que je suis pas obligée de tout reprendre les entreprises à mon père telles qu'ils sont là. Peut-être que je peux créer mes propres entreprises. Là, tout d'un coup, il y a des choses qui revenaient. Puis, tu sais, moi, j'aspirais encore une fois à faire la différence pour les Premières Nations, même si je savais qu'on le faisait d'une certaine manière par les entreprises à mon père. Mais il y avait un côté de moi qui voulait aller rechercher encore plus le côté social, le côté que j'avais un peu mis de côté, d'une certaine manière. Mais de l'autre côté, j'avais continué, après être allée à l'école d'entrepreneurship de Beauce, tout ça, moi, je faisais quand même des cours pour apprendre à mieux comprendre l'humain. Ça, j'ai jamais arrêté de faire ça. Fait que j'ai fait de la programmation neurolinguistique, j'ai fait toutes sortes de choses comme ça, comprendre l'intelligence émotionnelle. Tu sais, pour moi, là, je suis une passionnée de l'humain. Si tu me demandes ce que je fais les soirs pour les fins de semaine, c'est ça que je fais. C'est l'histoire d'une vie pour bien des philosophes, ça. Oui, c'est ça. On finit pas d'apprendre sur l'humain, mais ça me faisait beaucoup apprendre sur moi aussi en tant que leader. Puis ça m'a permis justement de mieux identifier, réconcilier mes mocassins, mes talons hauts. C'est à cette époque-là que je suis arrivée à prendre conscience, dans le fond, que j'avais pas à choisir entre le monde autochtone et le monde québécois, mais que les deux pouvaient être conciliés, je vais dire ça comme ça, puis d'être fière des deux côtés. Je me suis permis enfin de dire, j'ai toutes les qualités de mon peuple. Tu sais, je peux aller chercher tout ce qui est bon là-dedans, puis de rester connectée à mes racines, puis en même temps, j'ai la chance de grandir dans une province, puis avec des gens aussi qui m'apportent tout autant, puis avec qui je peux co-créer des choses aussi, puis de marier, de prendre le meilleur des deux en fait, puis de devenir la personne que je suis aujourd'hui. En 2004, il y a un virage quand même. L'entreprise de votre père passe des feuilles de tabac aux granules de bois, si je ne me trompe pas. Ça vous ravit d'ailleurs à ce moment-là. Pourquoi? Oui. C'est sûr que, tu sais, veux pas, oui, le marché ou l'industrie de la cigarette, c'est une chose, c'était très lucratif, on se le cachera pas. C'est ce qui a permis justement d'avoir un fonds de roulement puis avoir des bénéfices qui nous ont permis en 2006 qu'on a décidé de faire une fermeture contrôlée de cette entreprise-là parce que le marché changeait beaucoup, les multinationales s'en allaient au Mexique, il y avait des coupures de prix, etc. Donc, on a fermé cette entreprise-là puis mon père a dit, maintenant, on était rendu, il y avait mon père, ses deux frères, puis il y avait mon frère à moi, ma cousine, puis mon cousin à l'époque dans l'entreprise. Puis on s'est assis, vraiment un conseil de famille, puis mon père a dit, OK, c'est la fin de quelque chose, mais c'est le début de quelque chose de nouveau. Fait que, qu'est-ce que vous avez le goût de faire? On va repartir d'autres choses, puis la beauté, c'est qu'on a les fonds pour financer d'autres projets. Fait que, sérieusement, là, on a dû analyser une 50aine de projets différents. Wow. Vraiment, on a fait des due diligence, on a accueilli des entrepreneurs qui cherchaient des investisseurs dans plein de secteurs d'activité. Puis là,
on fait souvent cette blague-là en famille, mais probablement que mon père a voulu se racheter de la cigarette puis d'avoir œuvré dans un secteur qui était moins bon pour la santé, je vais dire ça comme ça. Puis on a décidé d'investir dans la biotechnologie au niveau de la santé. On était dans les domaines des probiotiques. Donc, on a vraiment... puis en 2009, là, les probiotiques, on n'en parlait pas beaucoup encore. Donc, c'était nouveau. On travaillait avec des chercheurs de l'Université Laval là-dessus. Après ça, on a investi dans l'ingénierie, dans le domaine du forestier, de la deuxième, troisième transformation. Puis, effectivement, l'usine de granules de bois. Puis mon père a toujours été un grand visionnaire. Donc, lui, il voyait l'énergie verte du futur arriver quand même à grands pas. Donc, pour lui, santé naturelle qui allait revenir dans les prochaines années. C'est un homme qui lisait beaucoup. Puis, bois d'ingénierie, puis granules. Donc, on a parti de ça. Puis vous, dans l'entreprise, ouais. Votre rôle, vous négociez avec des papetières, c'est pas rien quand même. Vous exportez en Europe. Vous êtes autochtone, vous êtes femme dans un monde assez masculin, là, on s'entend. C'est deux vents contraires en même temps. Qu'est-ce que vous affrontez comme préjugés? Ben en fait, effectivement, j'ai joué différents rôles dans l'entreprise, autant au niveau relations publiques, communication. Je faisais partie effectivement des ententes avec soit les clients à l'extérieur, à l'exportation, ou les grandes entreprises pour acheter les résidus forestiers, etc. Tu sais, parce qu'on touche à un paquet de domaines là quand on est dans ce domaine-là. Mais le monde forestier est un domaine très masculin. Puis effectivement, tu sais, la crédibilité est dure à gagner quand tu es une femme autochtone dans un monde d'hommes comme ça. C'est sûr que j'ai eu affaire à des préjugés, des questionnements, puis tu sais, de me faire dire aussi, ben si tu fais pas 80 heures par semaine, tu peux pas réussir dans ce domaine-là. Puis moi, dans ma philosophie, c'était comme, non, moi, je ferai pas 80 heures par semaine. Puis oui, les courriels, ils peuvent rentrer à 10 heures le soir, mais si je considère que répondre à 10 heures ou à 8 heures demain matin, il y a personne qui va mourir entre les deux, ben je répondrai pas, là. Puis c'est pas parce que je veux pas répondre, pas parce que je suis pas bonne, puis pas parce que je suis pas performante, mais c'est parce que je mets mes limites, puis que, tu sais, je veux garder une certaine santé mentale et psychologique aussi, là, tu sais, pour moi, c'était important. Puis vous aviez des enfants à ce moment-là? Oui, j'ai 3 enfants, j'avais 3 enfants, fait que, tu sais, il y avait la conciliation travail-famille qui était pas toujours évidente non plus, mais effectivement, c'est le genre de préjugés qu'on peut avoir, puis des non-dits aussi que, tu sais, tu fais juste ressentir ce que la personne peut percevoir ou sentir. Mais je te dirais que tranquillement, pas vite, ben tu sais, les gens changeaient leur perception aussi, puis de plus en plus, il y avait une ouverture. Donc, je l'ai senti, mais ça a quand même bien été, ouais. Tout ça en donnant des emplois à la communauté, ce qui est vraiment essentiel. Est-ce que ça devient une contrainte, ça, ou est-ce que ça peut être compliqué quand il est temps de prendre des décisions d'affaires, de jouer avec cette contrainte-là? Ben non, tu sais, c'était quand même clair parce que nous, quand on fait des partenariats avec des gens de l'extérieur, c'est toujours la prémisse de base de dire, tu sais, nous, on investit dans des entreprises, mais l'objectif, c'est vraiment de créer des emplois puis le plus de retombées possible pour la communauté. Donc, les gens sont au courant en partant, puis c'est ça l'objectif. Donc, l'idée, c'est pas d'enlever des emplois à des gens qui sont déjà là, mais plutôt de dire que si on a des nouveaux emplois qui se créent, ben de prioriser la main-d'œuvre autochtone à compétences égales. Puis ça aussi, c'est toujours la prémisse. De 2008 à 2013, vous êtes coprésidente de la Chambre de commerce et d'industrie de Roberval. C'est un autre rôle. Qu'est-ce que vous allez chercher dans ce rôle-là? Mais encore une fois, tu sais, moi, je le dis souvent, la vie m'a amené des opportunités pour être un pont entre le monde autochtone et le monde allochtone. Tu sais, je fais souvent le lien avec ce que j'ai pu vivre dans mon enfance puis ce que ça m'a apporté comme dualité, mais cette dualité-là est devenue une force aussi, que je me suis rendu compte que on pouvait créer des choses ensemble. Puis pour moi, ça a toujours été... Puis c'est ce que j'ai appris dans l'entreprise familiale aussi, parce que tout notre modèle d'affaires est basé sur des partenariats entre autochtones et allochtones. Puis mon père, l'idée, c'était toujours d'aller de jumeler nos expertises avec les gens de l'extérieur. Tu sais, ensemble, on est plus fort. Fait que c'était ça le principe. Pour moi, c'était important de m'impliquer avec les gens de l'extérieur. Puis les gens, plus je m'impliquais, plus les gens voyaient un potentiel en moi, puis ils voyaient notre philosophie d'affaires, puis ça les interpellait beaucoup. Donc, j'ai été approchée pour ça. Puis pour moi,
ben encore une fois, c'était une façon d'aller chercher une expertise, des contacts, oui, mais aussi d'amener une vision différente au monde des affaires, puis aux gens de l'extérieur, changer les perceptions que les gens ont par rapport à nous. Donc, c'est ça, je dis, tu sais, j'ai vécu des choses jeunes que je ressentais que les gens avaient une perception envers nous qui était biaisée, puis j'en ai fait un peu un cheval de bataille de dire... un jour, je vais changer ça, puis je vais faire en sorte que les gens voient autre chose quand ils pensent aux Premières Nations. Justement, pour bâtir les ponts, en 2014, il y a eu une crise causée par les propos du maire de Roberval, Guy Larouche. Il accusait Mach-Teuillache de faire de la concurrence illégale à sa ville parce qu'il disait qu'elle chargeait moins cher pour sa zone industrielle. Ça provoque une tempête. Il y a un appel au boycottage des commerçants de Roberval qui s'organisent dans votre communauté. Vous êtes assez impliqué pour essayer de résoudre ce conflit-là, pour essayer de rapprocher les parties. Comment vous vivez ça? Oui, ben en fait, ça a été effectivement une grosse vague parce que les commerçants la population de Mach-Teuillache boycottait la ville de Roberval, comme tu viens de le dire. Puis moi, à cette époque-là, ben c'est sûr que j'étais là pour rapprocher les deux communautés, d'entendre des propos comme ça qui venaient carrément à l'encontre de ce que moi, j'essayais de faire. Ça a fait en sorte que j'ai écrit une lettre de démission pour la Chambre de commerce à l'époque. Puis là, ça a soulevé je dirais pas un vent de panique, mais les commerçants de Roberval se sont rassemblés, puis ils m'ont fait venir à cette assemblée-là spéciale, puis ils ont dit non, Mélanie, on n'accepte pas ça parce que nous, on n'endosse pas ces propos-là. C'est pas ce que les gens de Roberval pensent des gens de Mach-Teuillache. Puis on est derrière toi. Donc, on te demande de retirer ta démission, puis on va aller avec toi au conseil de ville pour demander des excuses puis faire en sorte qu'il y ait des choses qui changent. Fait que c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont venus avec moi au conseil de ville. J'ai pas eu besoin de dire un mot. Il devait y avoir une centaine d'entrepreneurs en arrière de moi à attendre que le maire s'excuse de ses propos parce que ça avait peut-être été... une erreur de sa part, ça c'est sûr, là, tu sais, de dire les choses comme ça, mais je pense que ça a été bien compris par la suite, là. Ouais. Est-ce que vous étiez plus travailleuse sociale ou entrepreneur frontale à ce moment-là? Ben moi je me considère comme une entrepreneur militante, là, mais tu sais pas toujours dans la bienveillance et dans le respect des autres. Tu sais, moi je me dis toujours ma limite arrête là où la limite de l'autre commence, sauf que, tu sais, toujours dans le respect, toujours dans... Ouais. Vous allez aussi vous associer au Conseil du patronat pour le mouvement Prospérité Québec, encourager la création de richesses, valoriser l'entrepreneuriat, l'innovation, stimuler le goût du risque. Et le message du Conseil du patronat, c'est un refrain connu maintenant que le Québec comble son écart de richesse avec l'Ontario. Est-ce que êtes-vous à l'aise avec ce genre de message-là ou ce genre de groupe-là, vous qui avez étudié en travail social, qui est un milieu assez différent du message que le Conseil du patronat peut véhiculer habituellement? J'ai pas de difficulté à parler de prospérité, mais je ne parlerai pas de prospérité uniquement de façon pécuniaire, parce que pour moi, c'est pas l'avoir qui va faire qu'on va sauver la planète demain matin. Puis encore une fois, tu sais, je parle toujours de mes mocassins et talons hauts. Tu sais, c'est pas l'argent ou la planète, c'est l'argent et la planète. Fait que tu sais, c'est un peu le même principe dans le sens que... Est-ce qu'on est obligé d'enfiler les talons hauts? Ou on pourrait garder les mocassins aussi. Mais tu sais, je reprends les propos de notre chef au Grand Cercle économique qu'il y a eu il y a 3-4 ans, en lien justement avec l'économie. Tu sais, c'est toute la vision des choses des premiers peuples qui est différente par rapport au monde un peu plus capitaliste qu'on connaît aujourd'hui. Puis ce monde-là, il va changer. Il n'y aura pas le choix de changer parce que on peut pas voir seulement l'aspect pécunier. Chez les Premières Nations, on pense 7 générations d'avance. Donc, s'il y a un projet qui met en péril la vie des futures générations, puis là, on parle des ressources naturelles, bien évidemment, parce que c'est avec ça qu'on vit, ben en fait, on le fera pas, le projet, parce que ça met en péril les générations futures. La Terre, elle nous appartient pas, on l'emprunte à nos enfants. Donc, c'est vraiment cette philosophie-là. 7 générations d'avance. 7 générations d'avance. Donc, quand on parle de prospérité, c'est pas juste une prospérité
de façon monétaire, c'est une prospérité en fonction des ressources, en fonction de qu'est-ce qui va rester aux générations futures aussi. Donc, moi, je pense qu'il y a moyen de faire les deux. On est assez... avec l'intelligence collective qu'on a, il y a moyen de trouver des façons de faire différemment pour pouvoir préserver ça. Puis, tu sais, souvent, je le dis en entrevue ou en conférence, tu sais, je pose la question aux gens, est-ce que vous pensez que la planète est en danger? Puis les gens me répondent oui. Puis là, je leur repose une question, est-ce que vous pensez que c'est la Terre qui est en danger ou c'est l'humain? Parce que la Terre, elle va survivre. Mais il y a des attentes quand même. En 2016, quand vous êtes nommé président de la table des Premières Nations par le gouvernement, on est au sommet économique. Quand on occupe ce genre de fonction-là, c'est une opportunité ou c'est une malédiction? Parce qu'il y a des attentes de toutes parts. C'est difficile de faire plaisir à tout le monde. Oui. Tu sais, il y avait plusieurs tables de travail au niveau de la région, dont une sur l'aluminium, les mines, le transport, etc. Donc, tu touches à plusieurs secteurs d'activité forestiers. Puis celle des Premières Nations, bien, elle englobe tous ces secteurs d'activité-là. Donc, comment on travaille ça ou on préside ça, une table sur les Premières Nations? Puis moi, à l'époque, ce que je me rendais compte, de par toutes mes implications, c'était de voir l'écart ou l'incompréhension qu'il y avait entre les gens autochtones puis allochtones quand il y avait à développer des partenariats. Donc, j'ai consulté différentes personnes clés de la communauté puis de l'extérieur, puis je voyais le bénéfice de créer un guide de développement de partenariat entre autochtones et allochtones, mais pas juste un guide qui allait dire aux autres comment faire affaire avec les Premières Nations pour apprendre à mieux nous connaître, mais aussi un guide dans le sens qui allait servir aussi aux Premières Nations, parce que l'entrepreneuriat chez les Premières Nations, ça date pas de 500 ans, là. Tu sais, je veux dire, c'est très récent comme approche. Donc, dans cette façon de faire-là, je parle, là, parce qu'il y a eu du troc, il y a eu d'autres façons de faire, mais l'entrepreneuriat est nouveau. Puis les partenariats aussi, comment on fait des bons partenariats. Donc, j'ai travaillé sur un guide comme ça, mais en allant chercher des personnes clés de tous les secteurs d'activité pour que les gens comprennent aussi, puis que les gens apportent leur vision extérieure, puis leur questionnement. Donc, ça a créé vraiment un guide intéressant duquel j'ai développé une formation aujourd'hui pour pouvoir le transmettre à différentes organisations, ouais. Toujours en 2016, vous fondez Inukshuk Energy avec un objectif louable et ambitieux, là, de l'énergie verte pour les communautés du Nord qui ne sont pas desservies par le réseau électrique, remplacer le diesel, le propane par la biomasse, entre autres les granules de bois. D'où naît l'idée de ça d'abord? Un des défis qu'on avait, c'est que les gens qui installaient les équipements, les clients, avaient un équipement. Donc, eux étaient responsables de l'équipement. Là, ils venaient chercher les granules chez nous. Puis là, s'il y avait une problématique avec l'équipement, ben là, le problème se ramassait un peu entre deux chaises, dans le sens que, est-ce que c'est à cause de la granule? Est-ce que c'est à cause de l'équipement? Puis là, ben, on en est venu aussi, nous, chez Granule AG, à dire comment on peut développer notre marché différemment. Puis, on a décidé de créer une entité qui s'appelait Inukshuk Synergie pour pouvoir faire ce développement-là. Puis, avec les communautés du Nord, les Inuits, tout ça, encore une fois, dans un modèle d'économie circulaire et renouvelable par rapport à nos valeurs, par rapport à ce qu'on a toujours prôné. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? On a quand même fait plusieurs études, pas juste de faisabilité, mais aussi on était rendu à la conceptualisation d'une unité novatrice qui n'existe pas actuellement dans le monde. Donc, on avait mélangé plusieurs technologies ensemble pour arriver à développer un système qui était 100% autonome. Puis là, on était rendu à l'étape d'aller voir les équipementiers qui pouvaient fournir les équipements qui allaient servir à l'unité. Puis, on est allé en Europe juste avant que la guerre en Ukraine démarre ou dans le temps que la guerre ait démarré. Puis, les équipementiers qu'on est allé voir voulaient au départ exporter au Canada. Mais à cause de la guerre géopolitique, ben là, tout le marché venait de changer pour eux. Donc, l'exportation n'était plus possible. Les demandes de leur côté avaient explosé à cause de la menace de manque de gaz naturel. Donc, tous les industriels se tournaient vers la granule de leur côté. Donc, moi, ça a tout mis mon plan d'affaires puis mon développement de projet sur pause. Là. Tu sais, je pouvais plus continuer. C'est fou quand même que quelque chose qui se passe à l'autre bout du monde a un impact jusqu'aux communautés du Nord ici. Oui, vraiment. Mais moi, personnellement, ça a fait en sorte que je me suis dit, bon, ben c'est une occasion pour moi de me tourner vers d'autres choses. J'avais d'autres aspirations puis d'autres projets.
Vous allez complètement ailleurs en lançant Aqua Nature en 2021. Ça, Ouais. c'est l'exploitation de la biomasse boréale, si je ne me Ouais, trompe pas, ouais. des petits fruits, plantes médicinales. Donc, vraiment, puiser dans le savoir ancestral Innu. Oui, oui. C'est quoi l'élément déclencheur pour lancer quelque chose de nouveau? Parce que là, c'est une nouvelle prise de risque aussi. Encore une fois, on a été approché par un partenaire de la région de Québec qui s'appelle Groupe Silicycle. Ils vendent de la silice pour le marché pharmaceutique. Puis ils avaient fait une planification stratégique eux aussi. Puis dans leur vision, ils voulaient ramener des produits un peu plus en lien avec les produits de santé naturelle, qui est tendance dans le marché en ce moment. Puis, ils cherchaient des partenaires, justement, pour faire des extractions à partir de la biomasse, des petits fruits, plantes médicinales, etc. Puis donc, on a été présentés. Le fit entre les deux a bien fonctionné. Puis moi, ben c'est sûr que la santé naturelle, ça faisait partie de quelque chose qui m'intéressait. Puis encore une fois, faire le pont entre le monde ancestral ou les plantes médicinales autochtones, puis le pont avec la science, c'était quelque chose qui me parlait beaucoup. Fait que moi et ma tout cousine... ça dans l'ancienne usine d'ADL Oui. aussi, en embauchant encore des gens de la communauté. Oui, Donc, il oui. y a une filiation. Là. Ben oui, ben oui. Puis mon père avait dit, ben garde, les filles, on parlait les filles, c'était moi et ma cousine, là, tu sais. Ils ont dit, nous autres, on n'est pas prêts à réinvestir pour nous s'impliquer dans un projet comme ça. Mais si vous avez le goût de le faire, on va vous supporter puis on va vous aider là-dedans. Fait qu'on a démarré cette entreprise-là, mais comme tu l'as dit, on a travaillé pendant 2 ans sur le plan d'affaires. Puis l'objectif, c'était de faire des ingrédients au départ, d'aller en sous-traitance avec des clients que Silsic avait déjà approchés dans le marché à l'international parce que eux, c'est quand même une entreprise d'envergure. Là. Ils ont 1500 points de vente, qui sont dans 80 pays différents. Donc, il y avait déjà un bassin de clients potentiels aussi. Notre financement est arrivé à la fin mars 2020, en même temps que le COVID, en fait. Fait que notre plan d'affaires fonctionnait plus du tout. Parce que ça nous demandait d'aller chercher des permis à Santé Canada pour ça. Santé Canada, ben, gérait une crise sanitaire, donc toutes les demandes étaient mises sur la glace, puis s'empilaient dans un coin pendant qu'on gérait la crise sanitaire. Nous, on se revirait de bord, on a rencontré nos partenaires financiers. On a commencé par la fin du plan d'affaires, qui était de faire des produits médicinales à partir des plantes médicinales, donc des tisanes, des choses comme ça. En 8 mois, ce qui est assez exceptionnel, on a dû développer 12 produits différents. Un site Internet transactionnel, parce que là, on ne pouvait plus vendre dans les boutiques. Puis, on a mis ça en vente à partir de février 2021. Donc, ça a super bien été la réponse dans le marché. Puis là, on se rappelle que la conjoncture, encore une fois, il y avait l'histoire à l'époque de Joyce Echaquan, il y avait eu l'histoire des pensionnats, la découverte des corps, tout ça. Puis là, les gens, il y a eu comme un peu, j'ai senti vraiment un éveil de conscience, puis que les gens ont fait, OK, attends un peu, il s'est passé quelque chose, puis on s'est fait raconter des choses qu'on savait pas. À travers ce contexte-là, j'ai senti que les gens avaient le goût de nous redécouvrir et d'apprendre à mieux nous connaître. Puis, ce que je voyais comme projet potentiel à marier avec ce qu'on était en train de faire, c'est à travers les produits autochtones qu'on développait, que ce soit les tisanes ou que ce soit les baumes à lèvres ou les savons, peu importe tout ce qu'on faisait, c'est qu'il y avait aussi le potentiel de jumeler ça avec une découverte culturelle. Donc là, j'ai eu l'idée créative de dire on pourrait créer des coffrets découvertes culturelles de différents types. Donc, faire venir la culture chez soi au lieu d'aller chez les Premières Nations. Donc, c'était une belle façon. Puis, on a fait ça sous forme interactive que les parents pouvaient faire ça avec les enfants. Donc, il y avait capteur de rêve, bâton de la parole, découverte des plantes médicinales à travers les tisanes. Puis, ça a été quand même un grand succès parce qu'on a fait dans les 6 chiffres en peine 8 mois. Là. Tu sais, ça a été vraiment exceptionnel. Sauf que c'était pas suffisant pour supporter les équipements technologiques qu'on avait rachetés là, pour faire les ingrédients de départ qu'on pouvait pas faire encore à cause des permis. Donc, ça a fait en sorte qu'on a épuisé notre fonds de roulement. On a épuisé, tu sais, parce que c'est un tout autre marché, là, aller dans le détail, aller dans, tu sais, faire de la vente, embaucher. Notre modèle d'affaires était, tu sais, notre financement n'était pas nécessairement adapté à ce modèle d'affaires-là. Puis quand on est arrivé à refaire le modèle de départ, ben là, on manquait de fonds de roulement. Il a fallu aller en refinancement.
Puis là, on voyait que ça allait être trop difficile d'arriver à rencontrer les ventes pour tout ce que ça demandait d'énergie puis de ressources. Fait qu'on a décidé de faire faillite en juin, août 2022, excuse-moi. Ça a été une grosse décision très difficile pour moi. Tu sais, c'était ma première entreprise, ben pour moi puis pour mes partenaires aussi, parce que tu sais, ça fonctionnait bien. On avait des employés de plus en plus, les produits fonctionnaient. Tu sais, c'était pas le côté produit fini puis les ventes qui fonctionnaient pas. C'était vraiment le gros boulet là, de tous les équipements. Donc, on a fait une fermeture. Puis moi, j'ai racheté la partie qui concernait tous les produits finis, tout ça, que j'ai redémarré dans un modèle d'affaires différent. Donc, au lieu d'avoir maintenant une usine de fabrication avec des personnes sur place puis toutes les choses, ben je le fais en collaboration puis en co-création avec des femmes puis avec des entreprises déjà existantes de la communauté ou d'ailleurs qui fabriquent les produits puis que moi, je peux commercialiser à travers mon réseau aussi, là. Avec un parcours comme le vôtre, vous auriez pu faire de la politique ou faire votre vie à Montréal sur les conseils d'administration ou même cadre dans des entreprises ici. Pourquoi vous avez fait le choix de rester dans votre région, dans votre communauté? Effectivement, je me suis fait approcher par le politique beaucoup pour m'impliquer au niveau politique. Puis dans le monde autochtone, je le dis souvent dans les formations que je donne, le politique, l'économique, le social et l'environnemental sont tous interreliés. Du politique, j'en ai fait toute ma vie, même si je voulais pas nécessairement en faire de façon très pointue d'aller dans un monde politique. Mais je pense que les deux sont interreliés puis que les deux ont besoin un de l'autre pour grandir, pour avancer. Puis moi, je l'ai vu que par expérience, que nos projets d'affaires pouvaient aider la politique à avancer et à l'inverse, la politique nous a aidés à avancer dans le monde des affaires. Ça a été un choix de retourner dans ma communauté, d'avoir un point d'ancrage là, d'être connecté à mes racines, de me connecter avec les gens de ma communauté. Tu sais, on peut aller loin dans la vie, mais il faut savoir d'où on vient. Puis pour moi, ça, c'est important. Puis de garder un lien avec les gens aussi, c'est tu sais, le lac Saint-Jean, l'environnement dans lequel on est. Ça m'empêche pas de venir à Montréal, de venir à Québec, de connaître les gens. Puis, tu sais, pour moi, c'est un équilibre entre les deux. Tu sais, quand je viens à Montréal, je mets mes talons hauts, puis quand je retourne au lac, je mets mes mocassins. Là, on va l'imager comme ça, mais ça me prend un équilibre, puis c'est ce que ça me permet de faire. Ouais. Là, vous avez 48 ans, si je me trompe pas, Ouais. et vos enfants sont à l'âge adulte. Qu'est-ce qu'il vous reste à accomplir, vous? Mon Dieu, plein de choses. Mais j'ai encore plein de rêves à accomplir. Tu sais, là, je pars faire un voyage d'aide humanitaire. Je suis en train de créer une nouvelle plateforme qui va s'appeler Mocassins et Talons Hauts, que je chéris ce rêve-là. Ça fait longtemps, depuis 2016, que j'ai commencé à donner des petites conférences dans les universités. Tu sais, pour moi, d'avoir eu cette opportunité-là de reconnecter à mon identité, de reconnecter à mes racines, de retrouver ma fierté d'être autochtone, puis de voir où ce que ça m'a mené aujourd'hui, de faire de mes différences ma plus grande force. C'est ce que j'aimerais que les gens autour de moi, puis les gens que je vais rencontrer sur ma route puissent retenir, puis qu'ils puissent faire pour eux-mêmes aussi. Parce que c'est ce qui nous permet de nous épanouir, c'est ce qui nous permet de grandir, puis c'est ce qui nous permet de faire grandir les gens autour de nous aussi. Puis cette plateforme-là, ce que je veux qu'elle devienne, c'est qu'elle serve un peu de vitrine pour les femmes des Premières Nations, parce que ce que je veux, c'est continuer à promouvoir les partenariats, continuer à aider les gens à mieux nous comprendre, mieux nous connaître à travers différents ateliers, à travers différentes formations. Donc, je vais avoir des formations en ligne, des formations en présentiel, des activités de team building. Puis de l'autre côté, je veux une boutique en ligne aussi avec de la co-création avec des femmes des Premières Nations, puis même des femmes allochtones, où on va pouvoir co-créer puis montrer que on peut faire des bons partenariats ensemble, puis on peut co-créer des choses ensemble. Donc ça, pour moi, c'est important. Puis l'autre chose qui va être complémentaire à cette plateforme-là, puis qui est importante pour moi, c'est la reconnexion à la terre-mère, la reconnexion à nos racines, mais pas juste nos racines autochtones, nos racines en tant qu'humains à la planète. Et qu'on jette un regard aussi autre
que celui des problèmes oui. sur les communautés, mais oui. un regard de réussite aussi. Un regard de réussite. Puis j'ai déjà dit en entrevue avec M. Marc Dutil sur la réconciliation, quand on tape, v'là quelques années, puis encore dernièrement, quand on tape « femmes autochtones » sur Google, c'est pas toujours des choses positives qui sortent. Donc moi, mon objectif, c'est de faire en sorte qu'un jour, on puisse voir des femmes qui réussissent, des femmes autochtones en affaires qui réussissent aussi sur les réseaux. C'était très inspirant de vous parler, Mélanie Paul, aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Sineshkumiten, merci. Le balado « Ça part d'une idée » est une production de l'Actualité. Recherche et animation, Jean-Philippe Cipriani. Réalisation, Récréation. Mixage sonore et thème musical, Francis Thibault. Musique additionnelle, BAM Musique. Prise de son, Raphaël Limoges-Côté. Ce balado vous a plu? Écoutez les autres épisodes de la série à l'actualité.com et sur toutes les plateformes d'écoute. Merci d'avoir été là. À bientôt!